Bien, c'était rapide. Merci de votre coopération. J'espère que vous avez apprécié votre dîner, c'était très, très bon et il y avait on parlait de beaucoup de choses à la lumière des discussions de ce matin. Alors, si vous avez déjà été à ces conférences de partenariat, nous avons des séances le mot des pros et j'ai eu la possibilité de parler à certains d'entre vous et à Terry hier soir, à Terry et donc aux intervenants hier soir et on va leur donner un peu plus de temps parce qu'ils le méritent, sans que je veuille leur mettre la pression. Le docteur Johanna Fleck est un médecin et informaticien. Il travaille euh, avec l'AMC, il est connu, il est avec le College of Physicians and Surgeons of Alberta. Et Terry est au Greg's Wings Project. Si vous ne connaissez pas ce projet, allez lui parler parce qu'il est très intéressant. Alors, aujourd'hui, ils vont nous parler et je veux trouver le bon titre de la séance. En fait, il n'est pas sur mes notes, donc je les laisserai indiquer de quoi ils vont parler. Bien, ça fonctionne. Ma télécommande fonctionne. Ah, on s'assoit? Oh, je m'assois pendant que vous parlez. Oh, je vais me lever. Bon, ça commence bien. Alors, on a beaucoup de choses à vous dire. On est vraiment très heureux de vous voir tous. Nous parlons à une salle, en fait, on va prêcher aux convertis. On n'a pas vraiment à vous convaincre, mais on va vous parler du travail que nous avons fait et cela vous permettra à peu près plus tard de nous appeler si vous le souhaitez. Voici mon frère Greg. Euh, il est né dans une famille avec 5 enfants. On était tous en santé. Greg est devenu ingénieur mécanique et il avait son permis de pilotage. Il aimait beaucoup relever des défis. Et en 2012, 2 jours après une chirurgie, il est décédé d'un caillot sanguin. Sa chirurgie, c'était la première étape pour le guérir d'un cancer des testicules. Et il a on voulait que ça ne se reproduise pas. On faisait beaucoup que pouvoir améliorer le système. Alors, nous avons eu des réunions avec les parties prenantes dans le système de soins de santé. On nous a présenté le Health Quality Council of Alberta avec plusieurs personnes, dont le Dr. Fleming, et ce qui a amené à cette étude de la continuité des soins aux patients. Et l'approche qui a été adoptée était une approche assez unique et c'était très important pour notre famille parce que nous avons été inclus dans la conversation. On a reconnu qu'on devait faire partie de la recherche et nous avons appris beaucoup de choses au cours de ce processus. Une des recommandations qui est ressortie dans ce rapport, c'est d'améliorer les systèmes d'information de la santé. Et il y a eu une mauvaise gestion de l'information de la santé. C'est ce qui a contribué au décès de Greg. Et au moins ça a été documenté. Alors, après quelques années, nous avons pu travailler à nouveau avec une équipe et avec le Dr. Flemings pour produire un programme, un film.
Et je crois qu'on l'a présenté d'ailleurs à une conférence d'InfoRoute Santé. Et c'était une manière pour nous d'en apprendre plus sur les expériences des autres dans le système de santé, que ce soit les patients ou les familles qui nous ont fait part de leurs histoires, ou alors les prestataires de soins, les équipes de soins qui nous ont également fait part de leurs expériences. Et nous sommes très reconnaissants envers ces personnes parce qu'elles nous ont permis de retirer beaucoup de leçons. Alors, dans tout cet apprentissage, il y a eu 3 domaines de changement sur lesquels nous avons commencé à nous centrer et que nous avons essayé de promouvoir. Nous considérons que ce sont des équipes qui fournissent les soins de santé et on a besoin donc de systèmes de soins de santé qui soient axés sur le travail d'équipe. Et cela requiert des changements de système, mais également dans les états d'esprit. Les équipes de soins ont besoin d'accès à l'information pour prendre de bonnes décisions, des décisions éclairées, et il faut inclure également les patients et les proches des patients que ces derniers veulent inclure dans l'équipe de soins de santé. Les patients doivent être inclus dans les discussions. Et puis ensuite, la troisième catégorie, troisième priorité, c'est que comme nous avons considéré que l'étude du Health Quality Council of Alberta était assez unique, eh bien, on avait besoin d'avoir plus de recherche pour avoir une perspective systémique. Parce que l'idée de la recherche était de comprendre les problèmes dans le système. Dans le cas du décès de Greg, non pas de rejeter la faute sur un individu ou une organisation. Et ça a été essentiel pour notre apprentissage. Alors, une des raisons principales pour lesquelles nous sommes ici, c'est pour vous parler de ce sur quoi nous avons travaillé plus récemment. Avec Yuan, je suis coprésidente de l'organe de coordination des soins virtuels de l'Alberta. Nous avons un rapport qui a été publié la semaine dernière, et c'est en fait notre dernier élément de travail que nous présentons. Ce groupe de travail est composé de personnes passionnées qui se centrent sur les défis, les problèmes qu'il y a dans les systèmes de soins de santé. Et ce groupe de travail est composé d'un certain nombre de personnes qui essaient de travailler pour résoudre ces problèmes depuis des années. La raison pour laquelle ils sont aussi engagés, c'est parce que nous avons essayé d'adopter une démarche un peu différente dans la conversation par rapport à ce qui a été fait par le passé. Et donc, nous sommes vraiment emballés, encouragés par cet élan, par ce changement. Bien. J'espère qu'on peut ajuster le volume de mon micro. Merci, Terry. Alors, Terry a mis la table, en quelque sorte, et je vais parler du contenu du rapport qui peut compléter certaines des discussions qu'on a ici aujourd'hui. Je suis moi-même médecin. Je fournis des soins cliniques dans les territoires du Nord-Ouest et quand je vois un patient, s'il y a de la fièvre, je ne lui donne pas simplement un Tylenol, parce que s'il a une méningite, il en mourrait. Donc, il s'agit de diagnostiquer le problème. Le Canada est en retard en termes de capacité pour avoir une interopérabilité et je fais partie de la stratégie sur les soins de santé. Je travaille en Alberta et donc nous sommes très heureux de voir qu'on avance. Donc, je vais présenter d'abord ce que nous avons constaté, ce qui n'est pas toujours très joli à voir d'ailleurs. Nous avons analysé l'Alberta et le Canada, nous avons fait des comparaisons. Il ne s'agit pas de jeter la faute sur l'Alberta ou sur le gouvernement ou sur les médecins. Il s'agit simplement de faire une constatation. Et si on avait étudié d'autres provinces au Canada, on aurait sans doute constaté les mêmes choses. Mais si on ne diagnostique pas le problème, on ne peut pas le résoudre. Alors, j'ai rencontré Terry et Dave il y a plusieurs années avec le rapport du Health Quality Council. Et à partir de là, j'ai commencé à faire une cartographie. Et
Voici donc une illustration du problème. Parlons du cas de Greg et on va partir de l'unité de soins et parler d'interopérabilité. Alors, Greg est mort en 2012, mais avant cela, donc en 2011, il est allé d'abord à une clinique pour ce problème qui a contribué à son décès. Et ensuite, il est allé à une autre clinique. Alors, ce que j'ai fait une sorte de cartographie. Voici une cartographie de l'échange d'informations dans le parcours de Greg pendant 407 jours, c'est-à-dire la première fois qu'il est allé se présenter pour le problème jusqu'à son décès. Chacun de ces cercles représente une clinique ou un service, mais il s'agit aussi d'une base de données. Considérons que ce sont des bases de données. Et les flèches représentent les échanges d'informations pour ses soins, informations entre lui et une des bases de données ou entre certaines bases de données. Chacune de ces bases de données repose sur une technologie. Comme c'était en 2011 et 2012, est-ce que c'était un dossier électronique, un dossier de santé électronique, ou est-ce que c'était autre chose sur papier? C'était une information de laboratoire. En tout cas, il n'avait pas accès à l'information à cette époque-là. Alors, dans notre rapport, nous avons parlé d'interopérabilité de facteurs techniques. Il y avait en fait 12 formes de technologies différentes qui détenaient des renseignements, de l'information. Alors, quel est l'impact de ces systèmes fragmentés? On peut considérer que cela a une incidence négative, des méfaits. Quels sont les méfaits qui peuvent être engendrés? J'ai travaillé à l'international avec le Dr Sutherland et l'OCDE. Il n'y avait pas de cadre sur les méfaits causés par le système. L'interopérabilité peut causer des méfaits ou en tout cas le manque d'interopérabilité. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons ventilé les méfaits en 3 catégories: individuel, population et système. Si vous demandez à ChatGPT ce que c'est qu'un méfait ou un préjudice, bon, c'est la sécurité. Oui, la sécurité et la confidentialité. C'est un préjudice si on ne respecte pas la confidentialité de l'information. Mais il y a d'autres préjudices, d'autres méfaits. Tout d'abord, les préjudices physiques et affectifs. Là, Greg a perdu sa vie, ce qui est évidemment un préjudice, et cela est dû, d'après le rapport de l'Alberta, à la fragmentation du système. Et puis, quand on fournit de la technologie, est-ce qu'on pense vraiment à la souveraineté des données, par exemple? Donc, il y a un problème pour ce qui est des droits culturels. Qui vraiment pense quand ils installent un système aux droits des Autochtones et aux données des Autochtones? Et puis, la violation des droits juridiques et éthiques. La situation était mauvaise à l'époque de Greg et maintenant, je crois que c'est 36% des Canadiens qui ont accès à une partie de l'information. La Cour suprême du Canada a décidé en 1992 que les données sur notre santé nous appartiennent et pourtant depuis, la situation n'est pas très bonne. Et puis, les préjudices pour la population. Pas de bénéfices pour la science. C'est pour cela que nous avons lancé la stratégie parce que nous étions en mauvaise position, les données étaient fragmentées et puis l'utilisation des données qui peut promouvoir la discrimination basée sur la population ou les inéquités. C'est peut-être moins au Canada, peut-être dans le reste du monde, mais en tout cas, on le voit. Et puis, les préjudices pour le système. Inefficacité du système, on a parlé de 1 milliard de dollars par an qui pourrait être économisé si on avait vraiment une interopérabilité. Il y a une hémorragie d'argent des gouvernements à cause de cela. Et puis, les préjudices pour les travailleurs de la santé, tous chercheurs qui travaillent dans le système. Moi, j'ai un patient qui est décédé dans mon service en mars de 2012. En fait, je ne l'ai pas su avant 24 heures.
24 heures, on a eu des nouvelles sur le fait que la personne était en mauvaise santé, avait un problème et qu'elle avait besoin d'une chirurgie urgente. Vous savez comment on se sent après tout cela? Parce que on ne savait pas. Et donc, il y a ce préjudice et le préjudice de soutenir l'innovation. Les données en santé sont le sang de l'information. Elles sont la base de l'information pour fournir de bons soins. Alors, on parle de préjudice. Dans le cas de Greg, on a eu des préjudices physiques et affectifs, violation des droits juridiques, et puis des surcoûts dans le système. Est-ce que ça semble, ce que vous voyez sur la diapo, être un système efficace? J'ai fait une cartographie dans les récentes années en l'île du Prince-Édouard et des territoires comme le Yukon, etc. Et donc, les choses n'ont pas beaucoup changé. Et Terry m'a dit que les individus qui étaient avec Greg se sentaient vraiment très mal à cause de tout cela. Donc, quels ont été les déterminants de cela? Comment en est-on arrivé là que l'on engendre des préjudices sur les gens en raison d'une mauvaise communication? Alors, gouvernance. Qui était chargé des données dans le cas de Greg? Personne. Personne. Ou tout le monde. Qui étaient ces gens, ces nombreuses personnes qui devaient détenir les données et d'après la législation au Canada, on dit que l'information concernant les gens sont fragmentées entre différents gardiens. Donc, on a légiféré la fragmentation des données, ce qui amène à des préjudices. Donc, on peut dire qu'on a légiféré les préjudices contre les Canadiens. Souvenez-vous de cela. Et puis, les politiques. Il n'y a pas d'harmonisation, de processus d'harmonisation des politiques. On a des législations sur la confidentialité des données et souvent la loi sur les informations de santé sont considérées comme des législations de confidentialité, mais en fait, il s'agit de bénéficier aux gens, au bien-être des gens. Et puis, la conformité en matière de technologie. Est-ce qu'on s'assure que la technologie permet une interopérabilité? Non, parce qu'il n'y a pas de législation à cet égard. On n'est pas obligé de partager l'information. Il n'y a pas de normes d'interopérabilité. Et les gens qui conçoivent ces systèmes, est-ce qu'ils savent faire en matière d'interopérabilité? On ne sait pas. Ce n'est pas une profession réglementée. On n'a pas non plus sensibilisé les gens dans les systèmes de soins de santé, le public non plus. Est-ce qu'on communique sur cela? Non, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Est-ce qu'on a une culture en fait, on a une culture centrée sur le gouvernement ou mais pas sur la personne. Donc, il y a un problème de confiance. Mais bon, je crois que le verre est à moitié plein. Là, ici, on a parlé d'interopérabilité des facteurs humains. Et il s'agit donc d'un déterminant de l'interopérabilité des facteurs techniques. La manière dont on traite les données ou dont on considère les données va déterminer la manière dont la technologie va fonctionner. Si on n'a pas de normes, ça va pas fonctionner. On ne peut pas acheter simplement un blender ou même une Maserati pour résoudre les problèmes dans un mariage. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire ici, et on ne travaille pas ensemble. Alors, nous nous sommes centrés surtout sur les aspects techniques. Et il faut parler des données, parce que ce sont les données qui nous permettent d'éclairer nos décisions. Alors, voici notre matrice des déterminants de l'interopérabilité sur les données en santé, pas seulement les techniques. Donc, notre travail complète le travail d'Inforoute Santé, qui regarde principalement les facteurs techniques, et nous regardons les facteurs humains. Alors, voici en fait le résumé du rapport. On a les déterminants de l'interopérabilité des données de santé et il s'agit donc de maximiser l'interopérabilité et de minimiser les
préjudice. Mais si on regarde l'environnement législatif, on a une législation sur un aspect des préjudices, mais pas sur les autres. Ça n'a pas de sens. Alors, si je vous dis, bon, si on vous tue, mais qu'il n'y a pas d'information, ce serait un décès, une mort privée. Alors, nous avons fait cela avec différentes provinces pour ajouter à la complexité sur ce chaos pour ce qui est de la détention et de l'entreposage des données. Alors, ce n'est pas un environnement axé sur les personnes, on l'a dit, et c'est pour cela qu'il faut parler de notre travail d'accès sur le patient dans un système. Il faut concevoir un système autour du patient. Si le système était axé sur Greg, avait été axé sur Greg, ça aurait été différent. On parle d'harmonisation, de gouvernance, de politique publique et de réglementation. Alors, j'ai pratiquement terminé, mais je voudrais lier cela à la loi canadienne sur la santé. Si vous lisez cette loi, et c'est surtout dans les arrangements financiers, mais il y a d'autres obstacles aux soins de santé de qualité et au bien-être des Canadiens. Si je ne vous ai pas convaincu que l'interopérabilité et l'intégrité des données n'est pas un obstacle au mieux-être des Canadiens, c'est un obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans notre stratégie des données de santé pan-canadienne? C'est que ne pas collaborer au Canada amènera à une escalade des coûts et une sous-performance des services avec des préjudices comme des bas niveaux d'innovation, des maladies évitables et la pérennisation des inéquités en matière de santé. Donc, ce que l'on conclut dans ce rapport, c'est qu'on n'a pas le choix. Il ne faut pas se poser la question. Nous avons une obligation morale, éthique de faire mieux. Et en fait, la loi canadienne sur la santé le dit, c'est une exigence. Les améliorations en santé requerront un partenariat et une coopération entre les gouvernements, les professionnels de la santé, les organisations de bénévoles et les Canadiens eux-mêmes. Est-ce qu'on a un historique de collaboration? Non, on ne peut pas dire. Alors, mon défi pour vous, et je vais donner la parole à Terry, c'est que vous pouvez lire notre rapport. On va s'assurer qu'il soit disponible pour vous tous. Deuxièmement, on a fait une analyse de l'Alberta, mais vous pouvez faire une analyse de votre province ou territoire. Vous pouvez cocher les cases et puis vous pouvez vous joindre à nous. Nous ne sommes pas alignés, nous sommes un groupe en fait de fournisseurs de soins de santé passionnés qui considérons qu'on peut mieux faire les choses. Je rends la parole à Terry. Et vous avez un code QR à l'écran pour avoir un lien vers le site web albertavirtualcare.org. Alors, au début, notre famille voulait pouvoir répondre à cette question. Comment créer les conditions pour avoir un système de soins de santé de qualité, sécuritaire et hautement performant? Alors, on a parlé du côté partage de l'information dans le système. On voit qu'il y a beaucoup d'améliorations possibles. On veut avoir un système qui a des racines solides, qui est fondé sur des principes et qui fournit les conditions nécessaires pour fournir des soins de santé sécuritaires. Et on essaye de changer la conversation sur la sécurité. La sécurité, ce n'est pas seulement l'absence de préjudice. Il s'agit de créer les conditions pour un soin sûr. C'est une distinction importante. À l'heure actuelle, le système de soins de santé va finir par s'écrouler et donc il faut comprendre que le système est complexe et qu'il faut construire un système sur des bases robustes et donc je considère qu'avoir un système avec un bon partage d'informations est un élément essentiel, une base essentielle de ce système de soins de santé performant. Et ici,
Un autre point concernant le travail que nous avons fait avec le groupe des soins virtuels de l'Alberta, c'est un exemple de travail d'équipe au niveau du système. Nous avons utilisé le cadre que l'on appelle le cadre de l'impact collectif. Il s'agit donc de réunir différentes perspectives qui sont engagées à résoudre des problèmes complexes. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais si vous êtes intéressé par le modèle que nous avons utilisé, si vous êtes intéressé, donc, venez nous parler après cet exposé. Voici des exemples de nos recommandations. Vous savez, il ne s'agit pas de vous décourager. Je dois dire que je suis plus optimiste que jamais maintenant quand je vois ce qui se passe. Le panel d'avant le dîner était très, très intéressant, excellent. On parlait de coopération, de normes et de travail sur les données. Alors merci, merci à tous. On peut le faire ensemble, mais il faut bien diagnostiquer le problème, reconnaître ce qui est un problème. Alors, voici quelques exemples. Interopérabilité des données de santé en Alberta. Ça devrait être légiféré. Ça ne devrait pas une autre option, ça devrait être obligatoire. Ça ne va pas résoudre tout, mais je peux vous montrer le 13 aussi, parce qu'il y a 18 recommandations au total. L'Alberta veut moderniser. Donc, c'est les efforts de l'Alberta pour moderniser l'interopérabilité devraient s'aligner avec les efforts nationaux, avec, par exemple, les efforts de l'ICS et de toutes les normes et d'inforoute santé et avoir des normes et que ce soit axé sur les patients et les individus. Permettez-moi de reprendre la photo de Greg. Greg était quelqu'un qui ne baissait jamais les bras. Il était optimiste et nous sommes optimistes par rapport à l'avenir. J'aime bien cette citation de Melinda Gates. L'optimisme, ce n'est pas une croyance que les choses vont s'améliorer, c'est vraiment la conviction qu'il faut pour faire avancer les choses. Et c'est une raison pour laquelle je suis si heureuse de participer aux initiatives que nous avons évoquées, car pour nous, collectivement, si nous prenons un engagement, nous reconnaîtrons il n'y a pas qu'une seule personne ou qu'une seule organisation qui puisse résoudre le problème. Nous devons collaborer afin d'avoir un meilleur système de soins de santé à l'avenir. Il ne s'agit pas de pointer qui que ce soit du doigt, il faut tout simplement un engagement. Et on cherche des amitiés, nous travaillons avec n'importe qui. C'est vrai. Merci.